prenne, voilà, y répondre. Anne, c'est à vous. Le PUCA, je le dis pour la transition, étant un partenaire tout à fait exceptionnel auprès d'Action Cœur de Ville. Anne va présenter bien sûr ce service interministériel, et notamment sur 2 très belles opérations qu'on mène avec l'aide précieuse du PUCA sur Réinventons nos cœurs de ville et territoire pilote de sobriété foncière, parce qu'il y a un côté un peu innovant qui est très important. Anne, je vous salue. Anne, c'est à vous. Et attention, vous avez bloqué. Non, on ne vous entend pas, il faut vous débloquer. Il faut remettre son micro. Remettez votre... Voilà, ça y est, vous m'entendez? Bon. C'est parfait, merci beaucoup. Bonjour, merci à tous. Merci Monsieur Mangeot de nous avoir accueillis aujourd'hui pour qu'on vous parle un petit peu de ce qu'on fait. En sachant que, en effet, nous avons 2 programmes très importants avec Action Cœur de Ville. Et je pense que si Roland Mouchel-Blaisot est venu nous chercher, c'est justement quand il vous disait qu'en 2017, il était assez mal accueilli par les promoteurs locaux pour s'investir dans les villes moyennes. Et en fait, nous sommes, et qui souhaitaient qu'il y ait plus que les professionnels de l'immobilier anticipent plus, nous justement, nous sommes un organisme de recherche et d'expérimentation dans le domaine de l'aménagement des territoires, de l'habitat, de la construction, de la conception architecturale et urbaine. Et à ce titre-là, justement, nous essayons un maximum d'anticiper. Notre objectif, c'est donc, comme vous le voyez, c'est de faire progresser les connaissances et de passer par le concret. Et donc, on fait à la fois, on a des actions incitatives, comme on lance des appels d'offres à proposition de recherche ou des appels à projets d'expérimentation. On fait également de la veille scientifique et puis on a beaucoup donc qui capitalisent des savoir-faire et puis on a beaucoup d'actions de valorisation et de diffusion des résultats pour les radier auprès du plus grand nombre de professionnels possible. Alors, quand je vous parle de recherche ou je vous dis recherche-action, en fait, c'est de la recherche embarquée. C'est-à-dire qu'elle est située localement, on observe localement ce qui se passe au niveau des politiques urbaines. Donc, il y a des partenariats avec des collectivités, bien sûr, il y a des chercheurs, il y a des experts sur les questions qu'on va poser et qui racontent ces politiques et comment sur le territoire, quels effets elles ont, que ce soit positif, négatif, les freins, comment la situation se présente. Alors, je vais aller très vite, mais il y a plein de programmes de recherche, que ce soit sur la transition écologique, que ce soit sur l'évolution du travail, des modes de production. Là, je vous ai mis quelques exemples. Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout que vous avez les liens. Vous avez les liens sur lesquels vous allez pouvoir aller sur le site du PUCA pour en savoir un peu plus. Alors, par exemple, en 2 mots, la fabrique urbaine questionnée par la crise sanitaire, c'est justement avoir un rôle d'observation, donc observer au fil de l'eau. Et avec ça, il y a eu donc une veille sur tous les effets pour en capitaliser des notes thématiques et faire des analyses rétrospectives. Et ça a donné lieu à des analyses qu'on peut paraître et à des webinaires. Sur la ville productive, et tout ce que je vous ai mis, ce sont des programmes où bien sûr on travaille sur les villes moyennes et dans le sens et avec la définition et le sens qu'on a donné Roland il y a quelques minutes. Donc la ville productive, c'est comment repenser les rapports du travail à la ville. Alors vous pensez bien qu'avec la crise sanitaire, tout ce programme est en train d'évoluer et de monter en puissance. Quand on fait un programme de recherche comme ça, en fait, dans un premier temps, on définit le sujet par le biais de plateformes d'échange, de séminaires, enfin peu importe, avec tous les représentants possibles sur cette question. Donc là, sur la ville productive, c'était avec des représentants de l'industrie, de la logistique, de la promotion immobilière, des collectivités locales, des laboratoires. Et avec tout ça, on définit un programme de recherche, c'est-à-dire un questionnement. Et à partir de là, vous avez des équipes. On demande la plupart du temps des équipes pluridisciplinaires. On demande justement que ce soit de la recherche-action, donc qu'il y ait des cas et qui soient travaillés par rapport à des situations locales. Et donc, il y a un certain nombre de propositions. Ces équipes nous font des propositions.
Il y en a un certain nombre qui sont retenus. Ces programmes de recherche durent souvent 2 à 3 ans et il y a en gros 4 recherches par an qui sont soutenues avec des partenariats divers. Il y a aussi tout un travail sur la data. Donc, est-ce qu'au contraire, la data, puisqu'on est dans l'anticipation, hein, est-ce que ça concourt à une transparence des marchés ou au contraire, est-ce que ce sont des chiffres peu parlants et qui, au contraire, donnent des batailles sans fin? Alors, au-delà de ça, ce que vous n'avez pas sur la slide et qui touche les villes moyennes, c'est qu'il y a eu un programme sur les campagnes urbaines qui est déjà assez ancien et où la question qui était posée, c'était justement densifier, dédensifier. Et il y a eu tout un programme de recherche derrière qui a été sur la densification douce, qui sont des sujets qu'on voit de plus en plus apparaître dans nos villes moyennes. Vous avez, ça c'était au niveau de la recherche, au niveau de l'expérimentation, pour ce qui vous concerne, c'est qu'il y a eu, plus particulièrement pour vous, il y a eu un programme qui s'appelle REA, qui est la réhabilitation lourde de grands ensembles de logements. Et on en est à la 3e session, donc il va y avoir des lauréats très prochainement et ils seront présentés à Bordeaux lors du congrès en septembre. Il y a aussi un programme qui est sur la rénovation énergétique des logements privés, qui est sur les copros, avec un programme plus particulier sur le tiers financement, avec des opérateurs qui se sont engagés dans l'expérimentation. Hein. Il y a 6 opérateurs dans 6 régions différentes qui se sont engagés et qui testent des méthodes. Il y a le concours aussi en expérimentation Europan, parce qu'on est plus qu'à, j'ai oublié de dire, excusez-moi, c'est plan, construction, architecture, urbanisme. Et c'est donc sous la tutelle essentiellement de 3 ministères qui sont celui de la cohésion des territoires, celui de la transition écologique et celui de la culture. On est très attaché à l'urbanisme, mais également à l'architecture. Et Europan, c'est un concours d'idées d'architecture et d'urbanisme qui s'adresse aux jeunes, qui est européen et qui est suivi de réalisation. C'est-à-dire qu'on donne tous les 2 ans, en gros, il y a une session qui se développe, une session à l'échelle européenne qui est thématique. Et là, on demande à des jeunes professionnels, qui soient architectes, concepteurs, mais aussi écrivains, scénographes, de faire des propositions, d'avoir des concepts sur des terrains qui sont donnés par des villes. On en est à la 16e session, dont le thème est Ville vivante. Ça fait déjà 2 sessions qui travaillent sur ces thèmes-là, qui se rapprochent donc fortement de la ville productive, et où il y a des villes moyennes, mais aussi des petites villes. Je vous ai donné, là, il y en a certaines qui figurent, des toutes petites villes comme Ona, il y a Vincens aussi, il y a la Porte du Hainaut. Donc, c'est vraiment fait en partenariat avec les villes, puisque ce sont les villes qui donnent des terrains, des situations, et qui disent aux concepteurs, voilà, on est dans telle problématique, voilà le problème qu'on a, qu'est-ce que vous nous apportez comme réponse? Et quand je dis que c'est conceptuel, c'est assez conceptuel, c'est-à-dire qu'on est à la grande échelle. Et on passe son temps, dans le cadre de ce concours, à conjuguer la grande échelle, la petite échelle, par un effet de zoom. Et donc, ils arrivent à définir des projets assez conceptuels. Il y a un jury qui est européen aussi, où les villes participent, mais c'est un jury qui est en dehors. Et après, aux villes, de voir comment elles veulent faire travailler les équipes qui sortent de ces jurys pour aller vers des phases plus opérationnelles. Et avec le temps, je vais dire que les villes sont de plus en plus intéressées par ces anticipations, ce travail de prospective et travailler avec les jeunes équipes et donc les tests sur des projets. Je suis un peu trop longue sur le PUCAT, donc je vais m'arrêter. Il y a juste la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines qui est à la fois de l'expérimentation et à la fois de la recherche-action. Et c'est pareil, c'est de la recherche locale sur des métropoles et des petites villes. Et vous trouverez sur le site de PUCA beaucoup de diffusion parce que c'est un très gros programme. Et il y a pas mal de podcasts, il y a des petits films, il y a des webinaires. Donc, voilà. Je vous conseille d'aller voir. Alors, si on est maintenant dans le cadre de l'expérimentation cœur de ville, donc je ne vais pas redévelopper évidemment sur l'action, que l'objectif c'était de revitaliser les communes de taille moyenne, Roland a parlé de chiffres, donc je ne vais pas revenir non plus là-dessus. Et à ce titre-là, donc, on a deux travails en cours avec Action Cœur de Ville qui sont réinventons nos cœurs de ville,
les territoires pilotes de sobriété foncière, mais on a aussi mis en place un lieu de partage, parce que ça, c'est dans la pratique du PUCA, un lieu de partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire que tous les 2 mois, sur un thème, pareil, on va rechercher quels sont les projets qui sont assez innovants, qui ont été analysés par leurs auteurs, par leurs initiateurs, pour expliquer quelles initiatives ils ont pris, comment qu'ils ont dû prendre, comment ils s'y sont pris, quels sont les freins qu'ils ont rencontrés, quels sont les leviers qu'ils ont développés et qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer. Alors, si on va sur Réinventons nos cœurs de ville, donc Roland est venu nous chercher en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, on voudrait faire de l'architecture, de l'excellence architecturale, que pourrions-nous faire, comment vous pourriez m'aider à rebooster tout cela. Et donc, on a décidé de lancer un concours, puisque l'objectif, c'était de faire venir le privé, de ne pas faire porter tout le réinvestissement dans ces villes par le public. On a donc décidé de se lancer sur un appel à projet du type réinventons Paris, réinventons la métropole, qui part d'un appel à projet innovant. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons lancé, donc bien sûr, on appelait les villes d'Action Cœur de Ville. Sur les 222 villes, il y en a la moitié qui ont répondu. On a analysé, bien sûr, leur dossier, celles qui étaient le plus ambitieuses, le plus ou celles qui avaient des terrains à nous proposer qui étaient les plus mûrs. Et on en a retiré on en a sorti à peu près 56 qu'on appelait les villes lauréates, parce que c'était les villes les plus matures. Par contre, on n'a pas voulu mettre de côté, et surtout en long, et que ce soit le cabinet, toutes ces autres villes qui avaient postulé, qui étaient ambitieuses, mais par contre, elles n'avaient pas forcément le terrain qui était encore à disposition, ou elles ne l'affichaient pas comme ça. Et puis, il y avait encore peut-être à redéfinir les projets, parce que ça s'apparentait plus, telle la façon dont ils en parlaient, à de la commande publique. Mais on les a quand même retenus et on a souhaité accompagner et lancer ça très, très rapidement. Donc, vous voyez, les villes, elles ont été les villes qui ont été choisies, les 56 villes, ça a été annoncé en mars et on a souhaité qu'avant l'été, elles se lancent déjà dans cette consultation en faisant des appels à projets. Alors, pour le faire, ça ne se fait pas tout seul, donc on a décidé de les accompagner. Il y a eu un accompagnement qui a été assez fort, dont je vais vous parler après. Et pour en revenir à ces villes qui ont été sélectionnées, on a essayé de toute façon de travailler, même dans les 56. Pourquoi les 56 je vous ai dit c'était les plus matures, mais c'est aussi parce qu'on a voulu prendre différentes typologies de sites, différents contextes. Il y a du patrimoine remarquable. Ça, c'est peut-être la slide d'après, si vous pouviez. Je ne sais pas si elle va être très lisible. Voilà. Il y a du patrimoine remarquable, comme à Autun, à Bourges, à Cahors. Il y a des bâtiments industriels, qui soient assez anciens ou qui soient des années 30, comme à Châteauroux, à Manosque, à Montceau-les-Mines. Montceau-les-Mines, c'est une usine de pantoufles. Châteauroux, c'est une magnifique caserne, le site Balzan, donc c'est vraiment un territoire emblématique pour la ville. Mais à côté de ça, il y a des petits ensembles immobiliers, beaucoup plus classiques, qui sont dans des sites historiques, mais qui sont des ensembles assez composites, comme à Château-Thierry, à Guéret. Donc, des situations très diverses qui nous permettaient d'avoir des contraintes et des potentiels, d'observer des contraintes et des potentiels très divers. Alors, aujourd'hui, sur les 56 villes lauréates, il y en a 40 qui ont lancé leur appel au projet entre l'été 2019 et aujourd'hui. Et il y a 40 groupements lauréats. Alors, ça va peut-être vous paraître peu comme ça, mais vous allez voir après, ce sont des projets qui sont assez complexes et pas forcément faciles à monter. Et il y a eu une période de creux, évidemment, avec la crise sanitaire, mais dès qu'on en est plus ou moins sorti, on s'est aperçu, en effet, avec le retour en grâce des villes moyennes qui attiraient beaucoup d'habitants, les villes se sont empressées de lancer leur appel à projet. Donc, beaucoup sont en cours, mais ne sont pas encore jugés. Et on s'aperçoit que sur les autres 56 villes qui avaient été retenues, mais qui n'étaient pas lauréates, mais que ceci dit, on a quand même accompagné en leur donnant des méthodos, en leur donnant des outils techniques, des outils juridiques, beaucoup sont en train de lancer leur appel à projet.
On a fait un bilan qui est sorti il y a peu de temps, donc c'est sur la slide après, qui est un premier retour d'expérience. Donc sur ces opérations, vous voyez, ça s'appelle des ambitions au projet, donc vous allez le trouver sur nos sites aussi, qui montre les nouveaux modes de coopération qu'il y a entre les institutions publiques et les opérateurs privés. Et on a une dizaine de projets qu'on a présentés dans le cadre de cette publication. Ce qu'on peut dire, c'est que sur tous ces projets, s'ils sont assez longs à monter, que c'est pas évident, en effet, c'était pas évident que les investisseurs privés aillent automatiquement au départ sur ce type de territoire. Bien que vous allez voir, il y en a un certain nombre qui sont nus. Il y a des promoteurs nationaux qui interviennent par l'intermédiaire de leurs filiales locales. Donc, on a Bouygues, on a FH, on a Nexity. Puis, il y a la Caisse des dépôts qui a fait beaucoup de lobbying auprès de ses filiales, type CDC Habitat, mais beaucoup ICAD, et donc qui ont répondu à ces appels d'offres. Et puis, elles se sont demandé des partenariats. On demandait des partenariats avec des entreprises locales, avec des promoteurs locaux. Et dans certains cas, ça a marché. On a des SEM locales, on a des bailleurs sociaux, et puis on a parfois des entreprises de promotion indépendantes. Alors, la difficulté de tout ça, c'était l'ingénierie, parce que ces villes moyennes, il y a très, très peu d'ingénierie. Il y a très, très peu de personnes avec des compétences, mais il y a très peu aussi de personnel sur place. Donc, il a fallu les aider au maximum. Et pour ça, Action Cœur de Ville, c'est un magnifique dispositif, puisqu'il y a des partenaires institutionnels et des partenaires financiers qui sont très moteurs et qui poussent. Il y a la Banque des Territoires, il y a Action Logement, on en a parlé, il y a l'ANA, il y a le CEREMA, et qui nous ont tous aidés à développer ce dispositif. Et quand on parle, je vous parlais tout à l'heure d'architecture, on a, en dehors des méthodes, on aura donné des guides, évidemment des guides génériques pour lancer ces appels à projets, on les a aidés au plus près, et on a surtout veillé à ce qu'il y ait des architectes. Et l'ANCT, à ce titre, a donné une subvention, je crois qu'elle était de l'ordre de 30 000 €, pour pousser les promoteurs, enfin les groupements, à rémunérer les concepteurs qui allaient postuler sur ces territoires-là. Alors, le milieu associatif, alors on aurait bien aimé qu'il y soit plus. Je pense qu'il va de plus en plus y être dans les prochains projets. On en a parfois, mais c'est essentiellement sur les tiers-lieux, les espaces de coworking. Je ne cache pas que les espaces de tiers-lieux, c'est un petit peu difficile encore à sortir. Par contre, il y a des crèches parentales, il y a du coworking, et là, il y a le milieu associatif. Alors, je vais juste vous en présenter, je ne sais plus combien, il y en a 2 ou 3. Alors, pour vous parler d'un site emblématique à Cahors, il y a le Palévia, qui est donc une tour médiévale qui surplombe la vallée du Lot et qui est un ancien bâtiment qui n'a pas arrêté, c'est une tour médiévale au départ, mais ça n'a pas arrêté d'évoluer, il y a eu des constructions successives. C'est un patrimoine remarquable, c'est un SPR. Et la ville, bien sûr, souhaitait, c'est une ancienne prison, je ne sais pas si je l'ai dit, et cette ville souhaitait faire revivre ce patrimoine. Il y a donc eu, ça a été lancé, ça a été un des premiers qui a été lancé, puisque ça a été lancé en juillet 2019, sur un site comme ça qui est très difficile, il y a quand même, parce qu'on a été très content, Roland vous le dira, quand on lance ça, il y a une prise de risque, on se demandait est-ce que les groupements vont venir, et surtout sur un sujet comme ça, où on se doute bien que ce type de patrimoine, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à restructurer. Il y a eu, en décembre 2019, il y a eu 3 équipes, 3 groupements qui ont postulé. Et donc, il y a eu plus que 3 groupements. Il y a eu 5 groupements et ils ont sélectionné 3 groupements. Donc, à ces 3 groupements, ils leur ont dit, allez plus loin, faites-nous un projet. Et ça a mis un peu plus d'1 an parce qu'il faut savoir que comme on n'est pas dans la commande publique, il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de confrontations et le projet n'arrête pas d'évoluer. Et donc là, il y a eu, en décembre 2020, ils ont sélectionné leur projet lauréat. Et donc, le projet lauréat, c'est un projet qui est porté par ICAD Promotion. C'est un projet où il y a un architecte du patrimoine, ce qu'on suscitait aussi beaucoup dans ce type de contexte. Mais comme c'est à la bonne volonté quand même des villes, c'est elles qui font leur appel d'offres, même si on les aide, on les soutient à tous les niveaux,
elles font quand même ce qu'elles veulent. Et donc, elles ne l'imposaient pas forcément, elles le conseillaient. Et là, il y a un architecte du patrimoine qui est intervenu, il y a un paysagiste, et il y a un bureau de programmation hôtelière, et il y a une entreprise de réemploi et d'économie circulaire, en plus des BET un peu plus classiques. Parce que le but de ce type de concours, c'est pas de donner un programme fixe en disant je veux 110 logements, je veux du F3, du F5. Non, c'est plutôt que les villes disent quelles ambitions, comment elles voient leur site à l'avenir, quelles ambitions elles ont et qu'est-ce qu'elles aimeraient voir s'y implanter. Donc là, le programme, il parlait d'habitat et d'activité pour redonner vie à un patrimoine exceptionnel. Il n'allait pas tellement plus loin et donc le projet qui est sorti, en fait, c'est le projet phare, c'est un hôtel avec restaurant qui est implanté dans le Palais Via, qui est implanté aussi, il y a certaines chambres complémentaires qui sont implantées dans de la construction neuve, mais tout ça encerclé dans un site où vous devez voir, il y a des murs, il y a des murailles, c'est un véritable labyrinthe. Il y avait des cours existantes, les cours existants sont transformés en jardins paysagers, ils appellent ça des jardins secrets. Donc, c'est un projet où il y a aussi de l'habitat, il y a une résidence-logement et il y a des commerces le long de la petite rue qui s'appelle la rue du Château-Roi. Et il y a une résidence-logement tout en bas qui est le long du Lot. Là, on était donc sur un patrimoine remarquable. Maintenant, là, alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça peut vous intéresser, je ne sais pas si la slide... Pour venir à la slide suivante, c'est que ça a été porté, donc c'est ICAD, qui est donc une filiale de la CDC qui se porte acquéreur du foncier auprès de, alors là il y a une erreur, c'est l'EPF Occitanie et non pas de Nouvelle-Aquitaine, l'EPF Occitanie. Donc ICAD se porte acquéreur, hors évidemment l'emprise des espaces publics qui reviennent eux à la collectivité, et ICAD va céder en VFA à des investisseurs. Donc, ce genre de programme est quand même particulièrement difficile à sortir. Le lauréat, il a été fini. Par contre, de là, on passait un contrat. Ils étaient en attente de voir comment l'État pouvait aider. Et dans le cadre du fonds de relance, grâce à l'AMI Fonds Friche, il y a une aide qui a été accordée. Et l'aide, vous voyez qu'elle est substantielle puisqu'elle est 1 300 000 euros. Voilà. Et c'était la condition pour que ce projet sorte. Sinon, il aurait fallu le faire évoluer considérablement. Alors maintenant, on est à Châteaubriand. Châteaubriand, on n'est pas dans un patrimoine remarquable. On est quand même dans un patrimoine, dans un grand îlot où il y avait un petit patrimoine du 18e par le biais d'une école, mais qui a été transféré. Là, c'est un projet, donc c'est un grand îlot et ça a été plus simple au niveau de l'équilibre financier. Ils sont sortis avec les fonds régionaux. Il n'y a pas eu de demande, par exemple, au fonds Friche. Donc là, c'est un grand îlot. Et c'est un grand îlot qui avait la particularité d'être un endroit stratégique puisqu'il est face à la gare. Et puis surtout, il a un impact visuel très important et vice-versa. Il a un cône de visibilité avec le château, qui est un château médiéval et qui a évolué aussi, pas mal à la Renaissance. Voilà, donc je dois accélérer. Donc, vous avez les projets et vous les verrez plus dans la publication. Et puis le dernier, donc, c'est Montbrison. Montbrison, c'est un patrimoine des années 30, on dirons-nous, même s'il a été fait après, c'est l'usine des poupées GG, je ne sais pas si certains l'ont connu. Et donc, où ils voulaient faire un lieu de vie intergénérationnel. C'est un énorme projet. Le groupement lauréat est un groupement, ils ont choisi une équipe qui avait l'habitude de travailler ensemble. Donc, il y a eu une très, très bonne évolution du projet avec le périmètre qui a changé, un espace qui a été rajouté, mais qui revient finalement, qui est en articulation avec le bourg. Donc, il va devenir un marché et ce projet ne devrait pas tarder à sortir. Voilà. Je vais accélérer donc le forum des solutions, je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Maintenant, je vais passer à territoire pilote de sobriété foncière. Alors, territoire pilote de sobriété foncière, c'est la question du ZAN et autrement, puisque nous, on ne pilote pas, on n'est pas sur la loi, mais on renseigne la loi, on travaille évidemment avec nos différents services. C'était de voir quelle alternative qu'il y avait, bien sûr, à cet étalement urbain
qui, pour toutes les raisons qu'on connaît, il faut absolument stopper. Donc, justement, comme la loi est en cours et que c'est la DHUP, donc c'est l'administration centrale, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui l'a, on a souhaité travailler sur cette action expérimentale à 3. Donc, elle est pilotée et coordonnée par l'ANCT, donc par Roland-Michel Bézot, par le PUCA et donc par la DHUP. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux collectivités du programme Action Cœur de Ville et signataires d'une opération d'ORT et qui souhaitaient s'engager dans un processus qui ne donnait pas la preuve, mais qui, à l'appel à candidature, nous démontrait qu'elle voulait s'engager dans une opération de sobriété foncière. Donc, il y a eu 25 collectivités qui ont été candidates. Et dans ces collectivités candidates, elles étaient toutes intéressantes, mais il y en a certaines qui étaient peut-être presque trop avancées. Il y en a certaines, c'était peut-être pas la démarche expérimentale, mais les aider à aller plus loin dans des processus qu'elles avaient déjà engagés. Et puis, quand on est en expérimentation, quand on veut vraiment accompagner, on prend 5, 6 maximum territoires. Donc là, on a pris 7 territoires qu'on a appelés les 7 territoires lauréats, qui sont les 7 territoires pilotes, qui sont donc, à chaque fois, on appelait l'établissement public et la ville-centre en leur demandant de postuler avec d'autres petites communes, si, dans un premier temps, si c'était possible. Donc, on a le PCI autour de Draguignan, on a Dreux, on a Épernay, Louviers, Maubeuge, Poitiers et Sète. Mais les autres territoires, donc, qui sont des territoires qui sont très intéressants, il était hors de question de les écarter de ce dispositif. Donc, on a fait, comme le Forum des solutions, quelque part, on fait un lieu de partage d'expérience avec les 25 territoires pilotes. Alors, on en est au début, on a fait une première rencontre de lancement. On a fait une deuxième rencontre où on a parlé déjà de l'avancement des 7 territoires pilotes. Je les ai expliqués, mais ils en sont vraiment au début. Et puis, on a parlé d'Angoulême parce qu'Angoulême avait déjà une stratégie importante de repérage de ces friches. Voilà. Donc, la méthode, en gros, c'est de dire, à partir du moment où on veut arrêter l'étalement urbain, il ne faut pas aller uniquement sur les grandes friches, SNCF, hôpitaux, etc., qui sont des friches très intéressantes, mais qui sont très, très longues à mettre en place. Il faut arriver à démontrer rapidement qu'il y a possibilité de développer des communes, de se développer sans être dans l'étalement urbain. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans un premier temps, aller chercher tous les potentiels fonciers et immobiliers qu'on peut mobiliser. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec cette approche et cette méthode. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Et une fois qu'on aura identifié un certain nombre de territoires possibles, eh ben, on va travailler avec les acteurs locaux qu'on va essayer de mobiliser au maximum et faire des projets démonstrateurs. Alors, ce qu'on appelle, donc, dans le concret, ce qu'on appelle projet démonstrateur, c'est-à-dire qu'on va faire de la préfaisabilité, on va faire des scénarios, mais pour qu'à la fin de ces projets démonstrateurs, la ville sache si elle peut s'engager, si c'est viable, quelle est une feuille de route, ou si, au contraire, il faut se retourner sur un autre projet. Alors, c'est pareil, c'est fortement accompagné. D'autant que pour faire tout ce travail-là, les villes, il faut que ce soit ascendant et non pas descendant. Donc, on aurait très bien, on a pris, nous, une AMO pour nous accompagner, mais on aurait pu prendre des AMO beaucoup plus complexes ou toute une série d'AMO pour accompagner ces villes. On a préféré, au contraire, c'est pareil, les accompagner en leur donnant des cahiers des charges qu'elles peuvent adapter, en leur donnant des tas de conseils, en étant au plus proche d'elles, pour qu'elles-mêmes recrutent leur AMO. Et l'ANCT, par le biais, donc va leur donner, par exemple, une subvention de l'ordre de 50 000 € pour pouvoir faire travailler leur AMO, qui vont travailler à toutes les échelles. Aux 2 échelles dont je vous ai parlé au niveau de la méthode. Ce qui veut dire qu'on les a fortement incités aussi à utiliser leurs partenaires locaux. Et il y en a plusieurs qui travaillent déjà avec leur EPF. Ça a été l'occasion justement de mettre, comme à Poitiers, les EPF sur ces questions-là. Alors, elles ne seront pas sur la préfaisabilité, mais elles seront sur toute la phase de diagnostic. Ça a incité les autres à aller vers les agences urbanistes. Pour certaines, elles n'étaient pas en contrat avec l'agence urbaniste. Grâce à ça, elles vont développer et elles vont donc les faire travailler et sur d'autres sujets également.
Bien sûr, tous les outils techniques et financiers de tous les partenaires d'Action contre Ville sont mis en place. Tout ce qui est lié, bien sûr, au recyclage urbain. Et il y a notamment un partenariat avec le CEREMA sur Urban Simul qui va être en phase de test sur nos villes, qui a déjà été en test sur une ou deux villes, mais vraiment encore à titre artisanal. Là, pour la grande diffusion, ça va être testé dans les villes Action Cœur de Ville qui le veulent. Et donc, après, ce qu'on vous a mis, ces défailles, c'est qu'est-ce que c'est que ce foncier invisible à révéler dont on parle? Eh ben, ça peut être des anciens bâtiments patrimoniaux. Pour le moment, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas preneur, parce que c'est infaisable. Et là, ce qu'on vous montrait tout à l'heure, c'était un collectif qui avait repris ça, un collectif d'habitat. Au contraire, des rez-de-chaussée ou encore des écoles qui sont complètement sous-équipées, vous en doutez, une partie du temps, et qui peuvent être transformées justement pour accueillir pendant les vacances des gens à revenus modestes. Ou encore des tissus pavillonnaires avec BIMBY, ce qui veut dire Build in my backyard, c'est-à-dire on construit dans les jardins, dans les parties attenantes, soit pour se faire une maison de plain-pied pour un personne âgée, soit pour un enfant, une famille. Et donc, comme ça, on densifie de manière douce à la parcelle. Ou alors des projets ou à l'occasion de transformation complète de bâtiments qui ne fonctionnaient plus. On peut faire de la surélévation, ce qui permet d'arriver avec d'autres programmes, mais qui permet aussi d'avoir que l'opération soit viable financièrement. Ou alors, il faut renaturer. Renaturer parce que densifier peut aussi partir par renaturer des espaces. Et là, c'est le grand projet de la place de la Brèche à Niort que je vous conseille vivement d'aller voir parce que c'est un projet qui, par le travail fin qui a été fait avec le collectif d'habitants, tous les partenaires locaux, a permis de créer un esprit bien vécu, qui est particulièrement bien vécu et qui, du coup, a permis le développement tout un pourtour de commerce. Et on a vu, là, justement, les prix au mètre carré des logements qui stagnaient se redévelopper. Et on a vu, et pas dans des proportions astronomiques, hein, heureusement, et où on a vu des activités revenir. Voilà. Anne. Merci, c'était un peu long. Merci beaucoup, Anne. Écoutez, si vous permettez, on prendra des questions peut-être à la fin. Peut-être je passe directement la parole à Patrick François. Donc,